Les suites direct ou vidéo chez Disney, on sait que c'est pas toujours de la plus haute qualité. C'est ce que j'aurais dit si j'étais quelqu'un de trop poli. La vérité, c'est que si on exclut quelques exceptions, comme Le Roi Lion 2, peut-être Cusco 2, parce que le film est centré sur le meilleur personnage de l'histoire de l'humanité, ou éventuellement Aladdin 3, la grande majorité du reste, ça va de mauvais à « Au secours, sortez-moi de là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ces personnages que j'aimais tant? C'est un cauchemar, aidez-moi » Ouais, généralement, c'est pas ouf. Et quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Atlantide. Alors quand j'ai appris qu'une suite était dispo, j'ai foncé. Et je pense que c'est peut-être l'une des premières fois que j'ai détesté un dessin animé. J'étais jeune, j'étais naïf, je n'avais aucune idée de comment fonctionnait l'industrie. Je ne savais pas que c'était un direct ou vidéo, avec beaucoup moins de budget. Et pour moi, si Disney faisait une suite à Atlantide, ça devait être plus ou moins du même acabit. Non ? Petite pensée pour mon moi de 10-12 ans qui a vécu sa première déception cinématographique. Bon, j'étais déçu, mais à l'époque, je savais pas trop pourquoi. J'avais juste trouvé ça nul et pas du tout à la hauteur de mes attentes. Au départ, je voulais juste en dire quelques mots dans la vidéo sur Atlantide et puis je l'ai commencé. Et je me suis rendu compte que, pour différentes raisons, j'allais finalement avoir pas mal de trucs à raconter dessus. Et la vidéo était déjà assez longue comme ça. Alors vu qu'on a le temps, parlons un peu des énigmes de l'Atlantide ou de, en VO, My Lost Return. Une version française qui vend moins de rêves mais qui est plus proche de la réalité, parce que ça ressemble un peu à un nom de série télé, non ? Et pour cause, vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur Atlantide, mais à la base, ils avaient commencé à bosser sur une série télé, puisqu'ils étaient persuadés que le film allait cartonner. Et spoiler, ils se sont plantés. Parce que le film s'est planté. Ils se sont donc retrouvés avec une série à moitié pas finie, et ils se sont dit que tant qu'à faire, autant essayer de récupérer un peu d'argent en faisant un film. Et c'est ni la première fois ni la dernière qu'ils font ça. Avant, on avait eu les horribles Belle et la Bête 3, ou Tarzan et Jane, et plus récemment, même si l'idée est différente et que ça a été fait de manière un peu plus compétente, que c'est même sorti au cinéma et que ça a rapporté des milliards, faut pas oublier qu'à la base, Vaiana 2, c'était censé être une série Disney+. Et ça se voit dans sa narration, c'est vraiment pas bien, Vaiana 2. Mais ce sera un sujet pour un autre jour. Les énigmes de l'Atlantide, c'est donc 3 épisodes d'une série télé qui ne verra jamais le jour. Collés ensemble tant bien que mal. Donc ça promet une narration arrachée et des visuels dégueulasses vu que c'était un budget pour la télé. Eh ben ça donne envie. Sauf qu'en fait, j'avais un petit espoir. De nouveau, vous le savez, si vous avez vu la vidéo, mais le premier script d'Atlantide était super long. Et ils avaient assez de matériel pour faire plusieurs films, donc je me disais qu'il y avait un monde où ils allaient pouvoir réutiliser des idées prévues pour le film de base, tout en approfondissant des personnages qui semblaient tous géniaux, mais n'avaient pas énormément le temps de briller en 1h35. Bon, il est temps de découvrir si c'est juste un collage nul ou une vraie bonne continuité du premier film. C'est parti pour les énigmes de l'Atlantide. Et on commence avec une séquence qui ressemble pas mal à la première version de l'ouverture du film, qui était censé voir un drakkar se faire attaquer par une créature sous-marine. Ici, c'est un peu l'idée aussi, mais en version moderne, avec ce bateau de pêche attaqué par, d'après eux, le Kraken. Une bête issue des légendes scandinaves, apparue aussi bien chez Jules Verne que dans Pirates des Caraïbes. Bon, l'intro c'est fait, maintenant direction Atlantide et... c'est pas le même budget que le film, c'est assez évident. Et je vais pas le dire à chaque fois, alors on va se mettre d'accord, ouais, c'est pas très beau. Et vu que le côté épique et magnifique du film d'origine était l'un de ses gros points positifs, cette suite démarre directement avec un gros désavantage. Cela dit, c'est loin d'être le pire que j'ai vu. Genre, c'est pas le bossu de Notre-Dame 2. Mais il y a aussi un autre truc que j'aime bien dans cette première et presque seule scène sur Atlantide. Il y a les baleines de lave, qui sont pas vraiment des baleines puisqu'elles ont des pattes, mais je prends quand même. Voilà ce que j'attendais de ce film, ou de la série. Qu'il développe le lore, qu'il exploite toutes les idées du scénario d'origine. Peut-être qu'on est sur la bonne voie. Ouais. T'excites pas trop. Donc, Kida est l'un des bébés baleines, pas baleines, plutôt un genre de chien de la famille qui bouffe des cailloux, parce que j'imagine que c'était pas suffisant d'avoir la taupe, rejoignent Milo dans leurs appartements. Et ils se font vite rejoindre par l'équipe. Audrey, Enzo, Gaétan, Madame Placard, le cuistot Cookie qui va servir à rien, le docteur Gentil et même le vieux fou exhibitionniste qui avait financé la première expédition. Mais ils sont pas là juste pour dire bonjour. En effet, ils se disent que la créature qui coule les bateaux pourrait être le Léviathan qu'ils ont croisé dans le premier film, et Kida confirme que même si c'est pas lui, son père avait créé beaucoup de machines du genre pour protéger l'Atlantide. Milo et Kida acceptent donc de les aider, et c'est parti pour la première enquête du Scooby Gang de Disney. Ah pardon, mais vous allez voir, c'est presque complètement ça.
Ils sont donc sur un bateau et se font vite attaquer par une créature pleine de tentacules. C'est clairement pas le Léviathan, mais ça change pas grand chose. Il faut d'abord y survivre avant de tenter de percer son mystère. Alors ils sautent dans leur petit pod sous-marin. Milo et Kida sont pas loin d'y passer pendant que leur chien de lave se comporte comme un vrai chien, et ça c'est un peu marrant, mais ils sont sauvés par le pouvoir de l'amitié j'imagine, et enfin ils se retrouvent dans un petit village de pêcheurs plongé dans la brume, pas loin de Trondheim, en Norvège. Ils rencontrent ce gars, Edgar Volgood, qui n'essaye même pas de paraître sympa. Il leur dit qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais puisque notre petit crew insiste, il les laisse crêcher une nuit à l'auberge du coin où la gérante ne semble pas 100% avec nous. Quelque chose me dit qu'il y a un truc mystérieux dans ce village. Ouais, bon, c'est fait et surtout écrit pour les enfants. C'est pas ici qu'on va trouver des surprises scénaristiques mémorables. C'est clair. L'aubergiste leur dit que Voglund aurait fait un pacte avec le diable pour vivre super longtemps, qu'il est la cause de tous leurs soucis, donc ouais, il est aussi mauvais qu'il en a l'air. Ils apprennent aussi qu'il y a un lien entre la ville et le Kraken, que les habitants sont protégés mais qu'en retour personne ne peut quitter la ville. Ouais, d'accord. Ils suivent Voglund et se retrouvent dans une caverne où le vieux semble contrôler le Kraken, ses yeux devenant tout verts, et le Kraken lui ramène toutes les caisses des navires coulés. Quelques mecs bossent pour lui, le regard vide, et même Audrey se fait hypnotiser. S'ensuit la version nulle du combat contre le gardien de l'eau devant l'entrée de la Moria, Enzo utilise l'attaque dynamite, c'est super efficace, et Audrey est sauvée. Mais c'est pas fini parce que ni une ni deux, ils sautent dans leurs petits pods pour aller choper le Kraken. Ni une ni deux, donc j'ai 85 ans, c'est super. Ils combattent le Kraken avec leur petit pédalo là, mais Enzo se fait aussi hypnotiser, alors que Voglund n'est pas là. Cela voudrait donc dire que c'est le Kraken qui fait ça depuis le début. Oui. Ils font exploser le petit vaisseau de Milo, qui avait coulé à leur arrivée, ça fait boum, le Kraken est mort, et Voglund disparaît. Ok. Le soleil revient, la ville reprend des couleurs, tout le monde est content, mais l'aubergiste est toujours aussi flippante et je suis plus ou moins certain que son bébé est en fait un Kraken. Mais on ne le saura jamais. Bon, puisqu'ils ont quand même essayé de faire les choses bien, on passe pas directement à la deuxième histoire, on a une genre de petite transition, qui sert pas à grand chose, mais ça existe. Personne ne dit rien d'intéressant jusqu'à ce que Madame Placard leur annonce qu'elle a un appel de gentil, et qu'il a besoin d'eux. Bah oui, évidemment, elle a tout son matériel sur sa tête alors qu'ils sont en train de bouffer, faut bien qu'elle leur passe le message de gentil puisque c'est en fait l'unique but de toute cette scène. Mais ouais, c'est un peu facile. Ah non, il y a aussi Kida qui se pose des questions sur les armes que son père a déployées autour du monde, mais ce sera malheureusement pas assez creusé. Allez, cette fois-ci direction les États-Unis, l'Arizona plus particulièrement, pour une deuxième enquête qui sera, je l'espère, très différente de la première. Le mystère cette fois-ci, c'est une tempête de sable formée par des coyotes, ou des coyotes des sables qui forment une tempête. Personne n'est trop sûr. Mais en tout cas, ça fait des dégâts. Et en plus, ils ont trouvé un artefact qui pourrait provenir de l'Atlantide. Ouais, un peu rajouté au chausse-pied celui-là. On rencontre un homme qui dit avoir été attaqué par cette horde sablonneuse, mais ce qui intéresse notre équipe du jour, formée de Milo, Kida, Audrey, Gentil et Gaétan, c'est d'où vient le truc Atlante. Il dit que ça vient d'une caisse qui est chez lui, mais une fois arrivé, la caisse n'est pas là. Direction donc le ranch de Ashton Carnaby, apparemment connu pour revendre tout ce sur quoi il peut tomber. Ouais, ça nous balade un peu de droite à gauche au début, mais bon, il faut bien qu'on rencontre les personnages qui vont être importants dans cette histoire-là. De nouveau, c'est pas l'écriture la plus subtile du monde. Et en parlant de subtilité, Carnaby, c'est le vendeur/arnaqueur qui a tout compris au rêve américain, et qui pourrait vendre des doudounes dans le désert. Il dit ne rien savoir sur la caisse du vieux, comme par hasard, et sur la route du retour, on croise notre troisième personnage important pour ce petit récit, Shakashi, un natif américain Nashoni qui contrôle les coyotes des sables et ses yeux deviennent tout rouges. Où est-ce que j'ai déjà vu ça? Shakashi disparaît, ils sont enlisés dans le sable, mais surtout, sans qu'ils sachent comment ni pourquoi, ils sont de retour chez Carnaby. Est-ce que Shakashi aurait fait tout ça pour qu'il retourne interroger l'arnaqueur professionnel? Oui. Il retrouve la caisse, Gaétan utilise le super pouvoir de ses papilles gustatives pour nous dire exactement d'où elle vient, parce que faut bien que le scénario avance. Et moi qui pensais que c'était Milo qui était doué en langue. Et on se retrouve dans une immense caverne remplie de statues et d'autres reliques de toutes les civilisations ayant un jour existé. Et ça, c'est l'opportunité parfaite pour Carnaby, qui endort tout le monde avec de l'encens sorti de sa poche, on va dire, et j'imagine qu'il va tout voler pendant qu'ils sont endormis. Carnaby! Nice nap. Hope the rocks weren't too uncomfortable. Ah bah non, il est toujours là le con. Il les a quand même attachés, il les a pas juste regardés dormir, mais je comprends toujours pas l'intérêt, si ce n'est pour faire son petit discours de vilain et... Ah, bah oui. Ils allaient quand même pas y passer, donc il fallait qu'ils soient réveillés pour quand ils placent la dynamite, pour pouvoir se sauver.
Encore une fois, c'est très paresseux comme scénario. Ils se détachent grâce à leur chien de lave. Milos Lopladina... bah non. Mais ça change pas grand-chose, ils savent de toute façon sortir. Mais du coup, tout ça servait à rien. La dynamite ne les aurait de toute façon pas empêchés de sortir. Donc le plan de Carnaby, il était juste nul de A à Z en fait. Carnaby est dans la merde, surtout que les Coyotes des Sables et Shakashi, qui, on l'a appris plus tôt, est en fait un esprit, arrivent. Et il fait du vendeur véreux un autre de ses canidés du désert. Il est même prêt à faire pareil à Kida et aux autres, mais vu qu'ils prouvent qu'ils peuvent garder un secret, il les laisse tranquilles et disparaît. Et c'est la fin du 2e épisode et ouais, on sent qu'il y a comme un pattern. Bon. Voyons ce que raconte le 3e. Et sur papier, celui-là, c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus. Parce que de retour chez Preston Whitmore, il leur apprend qu'il a été cambriolé, qu'une ancienne lance norvégienne lui a été dérobée par un gars avec un gros chien, d'après les traces laissées dans la neige. Et nous, puisqu'il fallait bien tout expliquer au public, on a droit à un petit flashback. Et le voleur ne laisse pas planer beaucoup de mystères autour de son nom, et heureusement qu'il aime parler tout seul. King of the Northern Gods? Ah ouais, Odin, carrément. Sauf qu'en fait, peut-être pas. Parce que le vieux Whitmore nous parle d'un ancien concurrent, Eric Hellstrom, qui avait acheté un château, l'avait appelé Asgard et qui fait se faire appeler le Odin moderne. Et la lance qu'il a volée pourrait déclencher Ragnarok, la fin du monde. Ouais, rien que ça. En arrivant en Islande, ils sont attaqués par un immense bonhomme de neige qui aurait pu être un titan dans Hercule. Leur avion se crache, mais vous connaissez, pas une seule égratignure. Pareil pour le géant de glace d'ailleurs. Il régénère son bras comme par magie après une requête de Enzo, les pourchasse et les gèle avant de les livrer à Odin. Et je pense que je vais arrêter de réfléchir logiquement, ça me fera moins mal au cerveau, parce que là, ils sont censés être morts. Odin, ou Hellstrom, a complètement perdu la tête. Il pense que Milo, c'est Loki, et que Kida, c'est Broomhild, sa fille. Il tente de le raisonner, mais rien n'y fait. Le gars n'est plus du tout avec nous. Il fait tomber tout le monde, sauf Kida. Vous inquiétez pas, hein, Gaëtan a de nouveau sauvé tout le monde, évidemment, comme d'hab. Et il l'a changé aussi, d'accord, on te dérange pas trop, frérot. Mais bon, il pense que c'est sa fille, donc ça passe, j'imagine, non? Non? C'est déjà l'heure pour le grand final. Kida et le faux Odin utilisent la magie de la lance pour voler, parce que, d'accord. Le reste du groupe fait du surf sur la porte parce qu'on n'a plus rien à foutre. Tiens, ouais, et si Milo servait de gouvernail? On n'est plus à ça près. Hop, lui apparemment, si c'est l'une de ses jambes qui explose, le bonhomme de neige ne sait pas se régénérer. Parce que pourquoi faire quelque chose de cohérent alors que c'est pour les enfants? Hein? Pardon. On reprend calmement. Kida et Odin sont dans un volcan, et c'est pas le début d'une mauvaise blague, quoique... Il utilise la lance pour créer un être de feu, sans doute le même gars qu'on voit dans Thor Ragnarok, justement. Il pique la lance, sort s'allier avec le Frisco géant, qui a finalement retrouvé sa jambe, et le feu et la glace unissent leurs pouvoirs pour commencer la fin du monde. Mais comment vont-ils bien pouvoir s'en sortir? Ça va être très facile. À peine un inconvénient. Vous avez la ref. Quelques explosions, les deux grands se fâchent, ils commencent à se mettre sur la gueule, Kida chope la lance, l'utilise pour faire tomber Asgard sur leur tronche, et voilà. La lance, de fabrication Atlante bien sûr, hein, ça vient de la mythologie nordique, mais c'est un détail, est ramenée à la maison où elle ne pourra plus être utilisée pour créer Ragnarok, et ça, c'est pas plus mal. Sauf que là, Kida prend une décision que je comprends pas, qui n'a aucun sens par rapport à ce qu'on vient de l'avoir traversé. Elle vient d'aller sur 3 endroits différents sur Terre, et à chaque fois, des gens ont essayé de l'arnaquer, de la contrôler ou de la tuer. Il est peu dire qu'elle doit avoir une vision assez horrible du monde d'au-dessus, et pourtant, après tout ça, elle décide de faire remonter Atlantide à la surface. Ce qui est sûr, c'est que si ça arrivait aujourd'hui, j'en connais un qui serait bien content. Ah ben croyez-moi, l'Atlantide ça vaut plus que le Groenland. Et c'est fini, et c'était... compliqué. C'est peut-être parce que j'avais un petit espoir, parce que l'idée de passer plus de temps avec les personnages secondaires me plaisait, ou parce que je voulais plonger plus profondément dans le lore du premier film, mais je termine cette suite très déçu, parce que c'est malheureusement exactement du niveau qu'on pourrait attendre d'un collage d'épisodes télé d'une série qui n'a jamais été terminée. En fait, ça commençait pas mal, avec la première histoire. J'aime l'ambiance du village, le mystère qui entoure l'antagoniste, sa relation avec le Kraken, qui contrôle qui, etc. Sauf que c'est résolu d'une façon trop floue. Le Kraken disparaît, alors lui disparaît aussi, et tout va mieux. D'accord, mais on n'a pas un peu plus d'infos? Dans un film qui fait preuve de si peu de subtilité, encore une fois, je pense qu'ils ne savaient juste pas comment l'expliquer, sinon ils l'auraient fait. Mais ils ont dû juste se dire, bon, c'est pour les gamins, c'est les gentils qui ont gagné, c'est suffisant, non? Mais déjà dans ce premier segment, il y a des soucis. Il y a un passage qui ne sert à rien.
Quand ils arrivent, ils trouvent que le vieux est bizarre, alors ils posent des questions à l'aubergiste, puis veulent le suivre, sauf qu'avec la brume, ils tombent d'une falaise. Rien de grave, Gaétan sauve Audrey parce que, je le répète, c'est lui le vrai héros du film, vraiment. C'est tout le temps lui qui trouve des solutions à tout ou qui sauve tout le monde, c'est abusé. Mais bref, après ça, ils retournent à l'auberge, reposent des questions à la femme, puis resuivent le vieux bizarre. Et là, enfin, il y a la scène avec le Kraken. Il y a donc 5 minutes qui ne servent absolument à rien. Et quand, sur un épisode de 25-27 minutes, t'as 5 minutes de remplissage, c'est que t'as quand même pas grand chose à raconter. Puis je pourrais être tatillon et dire que le fait que Helstrom contrôle des oiseaux avant même d'avoir les pouvoirs de la lance n'a aucun sens, mais c'est pas mon genre d'être tatillon. Ça se saurait. Hein ? Tout n'est pas acheté, Kida est parfois marrante, il y a quelques lignes de dialogue qui m'ont fait sourire. Vu qu'elle n'est pas dans son élément, il y a un côté découverte, elle questionne Milo sur une bouée de sauvetage, ou sur des vitrines anti-vol, mais sa découverte du monde s'arrête un peu là. Ouais, elle dit que c'est cool de rencontrer des nouvelles personnes, mais c'est balancé à la fin d'un épisode, et puis elle recommence juste à se demander si son père a pas caché d'autres armes quelque part. Bordel, tu viens de passer plus de 8000 ans sous la mer avec les mêmes personnes, t'as toutes les merveilles du monde à découvrir, profites-en un peu, non ? Puis, malgré le manque évident de budget, ils ont tenté des choses. La scène contre le Kraken est pas horrible. On est très loin du premier, oui, mais ça ne me tombe pas des yeux non plus. Oh, et mon espoir qu'ils approfondissent ce qu'ils avaient dans le premier script, qu'on plonge plus profondément dans l'univers Atlante, il y a 3 scènes qui se passent à Atlantide, donc bon, j'ai pas vraiment eu ce que je voulais. À part le chien de lave. Ouais, on se console comme on peut. Puis j'ai rapidement comparé ça à Scooby-Doo, mais c'est jamais aussi fun qu'un épisode de Scooby-Doo. Il n'y a pas de révélation surprise, de faux fantômes ou de masques portés par les méchants. Non, sur les 3 épisodes, les antagonistes sont toujours directement établis. Il n'y a jamais de surprise. En fait, il n'y a quasiment pas d'enjeu autre que il faut trouver un moyen pour arrêter les méchants. C'est tellement pauvre. Donc ouais, c'est peut-être pour ça que même à 12 ans, j'avais pigé que c'était nul. Pas la pire suite Disney, mais pas non plus un film que j'aurais envie de revoir un jour. Si vous ne l'avez jamais vu, vous embêtez pas, revoyez plutôt le premier film. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres suites Disney, celle de Lilo et Stitch, en espérant que ce soit mieux que ça. Ciao!